Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue en direct du studio 147 pour un nouvel épisode d'Écoutons le futur, une émission du podcast Objectif Tech produite par Capgemini qui permet de mieux comprendre l'impact des technologies et de s'orienter dans un monde qui accélère et se transforme. La nouvelle course à l'espace ne se joue plus sur la Lune, mais en orbite basse, partout dans le monde. Des constellations de satellites sont déployées, tandis que la Chine lançait il y a quelques jours les 11e et 12e lots de satellites pour sa méga constellation, Guowang. Amazon avance ses pions avec son projet Kuiper, loin devant. SpaceX domine. Le 10 millième satellite Starlink a été lancé fin octobre. C'est donc une véritable ruée vers l'espace, rendue possible entre autres par les innovations technologiques, ce qu'on appelle le New Space. Plus qu'une simple course vers les étoiles, c'est une immensité de possibilités qui s'ouvre avec de nouveaux défis en termes de gouvernance, de géopolitique et de sécurité des données. Avec nous, aujourd'hui, en plateau, 4 experts du sujet pour explorer le champ des possibles et nous aider à décrypter ce qui se joue en ce moment. Bonjour à vous 4. Guillaume Scotté, vous êtes vice-président innovation chez Eutelsat. Pierre Bertrand, CEO, cofondateur de Skynopy. Théophile Lagrollet, CEO et cofondateur de Space Locker. Et Patrice Duboué, vous êtes directeur des technologies et de l'innovation pour le secteur aérospatial et défense chez Capgemini. Bonjour à vous 4 et bienvenue. Écoutons le futur, une émission présentée par Valère Coréard. Depuis quelques années, on entend parler du New Space, mais de quoi s'agit-il exactement ? Guillaume Scotté, vice-président innovation chez Eutelsat. Pour vous, il y aurait 2 approches, des nouvelles technologies d'une part et de l'autre, des enjeux business qui émergent. Et oui, tout à fait. Des nouvelles technologies avec des lanceurs réutilisables, des satellites miniatures, de l'intelligence à bord des satellites, des nouveaux matériaux, des nouveaux capteurs qui sont déployés depuis 10 ans. Il y a une accélération incroyable, en fait, des nouvelles technologies dans l'espace. Et ça se double effectivement de nouvelles approches business également avec des nouveaux acteurs qui sont financés d'ailleurs par des investisseurs privés qui émergent au sein de l'écosystème spatial, alors qu'il était jusqu'à présent, enfin en tout cas jusqu'à ces 10 dernières années, principalement utilisé par quelques acteurs, grands acteurs historiques, et avec des nouvelles méthodes. Des nouvelles méthodes, par exemple des approches fail fast, test and learn, avec des nouvelles approches en termes d'investissement, une prise de risque beaucoup plus importante qui aboutit à un renouvellement et une accélération assez considérable de la dynamique dans l'écosystème spatial. Guillaume Scotté, qui dit investisseur privé dit potentielle opportunité. Exactement. Pour les startups notamment, il y a la possibilité de lever des fonds, de créer des nouveaux business qui tirent parti de ces nouvelles technologies et ces nouvelles façons d'accéder à l'espace. Théophile Lagrollet, vous êtes CEO, cofondateur de Space Locker. Finalement, le New Space consiste à faire plus vite et à moindre coût, ce que faisait déjà l'industrie dans l'ancien modèle spatial. Oui, je pense que c'est vraiment important de souligner que dans l'approche New Space, qui est poussée par les nouveaux entrants dans le spatial, et l'exemple typique a été celui de SpaceX, on a vraiment 2 nouveaux points qui apparaissent, qui sont d'un côté le vecteur de coût et d'un côté le vecteur de temps. C'est-à-dire que on a besoin d'aller beaucoup plus vite dans l'accès à l'espace, on a besoin de déployer des capacités beaucoup plus rapidement. Et typiquement, nous, on le voit au quotidien, des missions qui avant mettaient plusieurs années à être intégrées. Aujourd'hui, on fait les mêmes missions en quelques mois. Pierre Bertrand, CEO, cofondateur de Skynopy. Il y a aussi une notion de changement d'orbite, c'est-à-dire ? Oui, tout à fait. Donc, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, en fait, on utilise 2 types d'orbites principales. Les orbites géostationnaires, qui ont le bon goût d'avoir, quand on envoie un satellite à cette altitude-là, restent fixes par rapport à un point sur la Terre. C'est les orbites qu'on a beaucoup utilisées. Et en fait, dans la deuxième partie des années 2000, il y a eu de plus en plus d'acteurs qui ont privilégié des orbites basses, donc qui sont à 400 km d'altitude au lieu d'être à 40 000. Là, c'est des orbites défilantes qui sont plus proches de la Terre. Donc, en fait, on peut prendre des photos plus résolues. On peut avoir un service Internet avec peu de latence. Mais par contre, le satellite ne reste pas fixe par rapport à un point. Ce qui fait qu'il faut avoir ce qu'on appelle des constellations, donc des dizaines, voire des centaines ou peut-être des milliers de satellites. Ça a changé le marché. C'est nous aussi notre définition du New Space, puisque les acteurs qui allaient sur ce marché devaient produire massivement des satellites, les envoyer massivement,
d'où l'émergence aussi de SpaceX qui a baissé les prix des satellites. Donc il y a une démocratisation du spatial, là où avant, quand on utilisait seulement des orbites géostationnaires, c'était des gros satellites qu'on envoyait qui restaient 20 ans en orbite avec juste un seul lanceur. C'était plus un objet d'artisanat qu'un objet d'industrie. Pourquoi une démocratisation ? Qu'est-ce qui change finalement ? Le marché, du coup, devient différent. Au lieu d'avoir un satellite qui reste fixe par rapport à un point, où on va adresser des marchés comme la télévision ou de la télécom, le fait de pouvoir avoir des satellites plus proches en constellation, on va aller sur des marchés ou de ce qu'on appelle broadband Internet, donc en fait, envoyer Internet par satellite, ou faire de l'observation de la Terre, donc prendre des photos. Et là, le fait d'être proche de la Terre, on va prendre des photos plus résolues. Et donc, on va pouvoir aller sur des marchés militaires, d'agriculture, de monitoring du changement climatique et d'autres marchés comme ça. Pierre Bertrand, vous l'expliquez, donc il y a cette démocratisation, mais j'aimerais vous entendre, Guillaume Scottet, vous êtes vice-président innovation chez Eutelsat. Qu'est-ce qui se passe en France, en Europe ? Quelles sont les dynamiques ? Il y a des compétences très fortes en France et en Europe dans le segment spatial, des nouveaux talents qui émergent, comme par exemple nos collègues d'aujourd'hui, et puis une industrie aussi historique extrêmement développée. Toutes les compétences sont disponibles pour réussir dans le New Space en France et en Europe. Il y a un dynamisme qui est certain, qui est soutenu par la puissance publique. Ces dernières années, avec les plans de relance, avec France 2030, on a vu, notamment en France, un soutien très fort au New Space qui a permis l'émergence d'un certain nombre de startups qui viennent dynamiser l'écosystème. On a aussi vu la France investir dans des grands acteurs, comme par exemple Eutelsat, que je représente. La fusion que Eutelsat a réalisée avec l'opérateur de satellites en orbite basse, OneWeb, est un exemple clé d'investissements majeurs qui ont été réalisés. Donc, il y a un dynamisme indéniable, mais comparé aux États-Unis ou encore à la Chine, il y a la nécessité de faire un saut qualitatif et un saut quantitatif pour être compétitif à l'échelle internationale. Et on va y revenir, mais de grands projets doivent continuer à être soutenus au niveau européen pour faire émerger et pour dynamiser encore plus le secteur spatial européen et lui permettre de rivaliser avec ses concurrents à l'échelle internationale. Ce que je comprends en creux, c'est que vous dites en quelque sorte, soyons vigilants, il ne faut pas que des petits projets en fait, il faut quand même structurer la filière et ces nouvelles opportunités, donc des grands projets qui vont être moteurs. Oui, c'est vrai, parce que notamment au sein de l'écosystème d'investissement, on va dire, il y a une vraie capacité en Europe à soutenir le démarrage d'un certain nombre de startups avec des financements qui viennent de fonds d'investissement, de financements publics. Là où on pêche un peu, en Europe notamment, c'est sur la mise à l'échelle. C'est vraiment la capacité à passer à une vraie échelle industrielle et à développer les projets pour les faire atteindre le fameux statut de licorne. Pour réussir à faire ça, on a besoin de la puissance publique dans le secteur spatial, parce que le secteur spatial, c'est un secteur essentiellement public et privé. Et donc, c'est à travers un certain nombre de grands projets structurants qu'on pense qu'il sera possible de mobiliser l'ensemble de l'industrie, les acteurs historiques, les startups, la puissance publique, pour atteindre cette échelle qui est nécessaire pour être concurrentielle à l'échelle mondiale. Théophile Lagrolet, CEO, cofondateur de Space Locker, pour poursuivre sur ce sujet des opportunités. Il y a aussi une dimension d'exploration spatiale, voire même de fabrication d'éléments en orbite. Oui, je pense que ça, c'est un des piliers un peu émergents, on va dire, du spatial. Historiquement, on a les deux grands piliers d'observation de la Terre et de télécom qui vraiment structurent la filière. Pierre en a parlé de manière notable juste avant. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a d'autres piliers qui viennent consolider cela. Alors, celui de l'exploration spatiale, on le connaissait déjà de manière un peu traditionnelle. Thomas Pesquet en est un très bon exemple. Mais ce qu'on voit arriver progressivement, c'est de plus en plus d'acteurs qui envisage de produire des choses en orbite, c'est d'avoir des logiques de ce que nous on appelle in-orbit manufacturing, qui permettent de produire des médicaments, des matériaux nouveaux, des cristaux, etc., pour ensuite les rapatrier sur Terre et les utiliser sur Terre. C'est, je pense, aujourd'hui un des plus grands paris de l'industrie du spatial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne sait pas encore à quel point l'essai va être transformé sur ces choses-là, mais en ce moment on voit des vagues d'investissement qui sont très importantes, que l'on voit ensuite au niveau de nos clients. Et ça, je pense que c'était quelque chose que Guillaume soulignait de manière très juste. Le spatial est un marché qui est très soutenu par des enjeux gouvernementaux et institutionnels. Et le New Space, pour compléter notre discussion de tout à l'heure,
se définit aussi par ce shift vers une logique de marché privé et de commerce B2B qu'on voit beaucoup plus sur ces nouveaux secteurs un petit peu émergents. Et Guillaume Scotté, pour terminer sur ces sujets-là, pour Eutelsat et la défense dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire ? La défense, c'est un moteur extrêmement important pour l'ensemble de l'industrie spatiale en termes d'investissement, que ce soit pour les grands groupes, que ce soit pour les startups. Il y a une vraie logique développée qui se développe en Europe actuellement, qui est celle d'une coopération entre les grands projets souverains et, on va dire, les initiatives privées portées par les acteurs commerciaux. C'est un moteur d'investissement très important et d'innovation. Aux États-Unis, ça a joué à plein pour un acteur comme SpaceX. Ils ont été extrêmement soutenus. Ça, c'est souvent méconnu par la puissance publique. Ils ont des projets qui sont même purement militaires, comme Starshield, qui est moins connu que leur constellation SpaceX. Mais cet investissement et ce développement des activités défense est un moteur clé pour l'écosystème. Il est temps de retrouver Patrice Duboé pour sa première chronique. Bonjour Patrice, vous êtes directeur des technologies et de l'innovation pour le secteur aérospatial et défense chez Capgemini. Que pouvez-vous nous dire sur l'écosystème français du New Space ? Bonjour, on peut dire qu'on a la chance d'avoir un écosystème assez puissant et diversifié. Pourquoi ? D'abord sur la composante privée, on a la chance d'avoir des grands acteurs industriels. On ne peut pas ne pas citer Airbus Defence and Space, Thales, Eutelsat avec OneWeb. Mais côté start-up, on a aussi une émergence de start-up. On peut penser à Kineis, à Exotrade, à Latitude, à Panga, au-delà des acteurs avec nous aujourd'hui sur le plateau. Et pour stimuler cet écosystème privé, on a également des organismes publics. On a le CNES, on a l'ESA. Guillaume a parlé de France 2030, mais on a aussi les programmes d'Horizon Europe. On a aujourd'hui la défense qui booste des programmes avec l'OTAN. Donc c'est quelque chose qui est très vivant. On a beaucoup de force. Par contre, attention de ne pas trop se diversifier. Comme l'a dit Guillaume, il faut du volume dans le spatial. Donc il y a de la massification. Il y aura des perdants, il y aura des consolidations. Et c'est important de pouvoir vraiment tous aller dans le même objectif. C'est ce qui va structurer notamment une filière, j'imagine. Exactement. Et l'enjeu est là. Patrice, quelles sont les grandes tendances d'innovation de ces dernières années ? Alors, les grandes tendances, comme l'a dit Pierre, tout est parti des LEO, des orbites basses. Pourquoi ? Ça joue sur 3 principaux facteurs, le coût, le partage et le time to market. Le coût, aujourd'hui, SpaceX avec Falcon peut lancer 160 satellites en un tir. Donc on est bien loin des gros satellites européens avec Ariane. C'est pas le même poids, mais on voit qu'il y a un effet de masse et donc on peut réduire forcément les coûts. La partie partage, on partage les ressources, les missions dans un satellite et le time to market. Comme on l'a dit, aujourd'hui, on peut lancer une mission en quelques quarters, en quelques trimestres, alors qu'avant, il fallait parfois 7, 8 ou 10 ans. Donc ça, on va trouver des innovations dans tous les segments. La partie lanceur, on l'a vu, des lanceurs réutilisables qui sont modulaires. Dans la partie satellite, de la standardisation, on peut avoir plusieurs missions qu'on peut reprogrammer, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'on est sur du software define. Et enfin sur l'architecture end-to-end, donc on va avoir le cloud, l'hybridation, on le voit dans la 6G qui va être les télécoms, qui va être à la fois terrestre et satellite. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup de choses et beaucoup d'innovations. Oui, on sent de l'effervescence dans ce que vous dites et ce que disent aussi nos invités aujourd'hui. Est-ce que justement cette effervescence modifie les rapports de force dans l'espace ? Alors, j'aime pas trop ce mot d'effervescence. Vous pouvez le changer. Pourquoi ? Si on pense aux électrons libres, si on les laisse libres, ils sont désordonnés, ça fait un effet Joule, ça fait de la chaleur. C'est pas forcément toujours très bon. Si on les organise, si on organise cette énergie dans un seul sens, les électrons vont faire de l'électricité et donc de l'énergie. Donc, l'idée, c'est comment organiser tout le monde dans le même sens, les grands acteurs industriels, les startups et les pouvoirs publics qui doivent supporter un petit peu tout le monde. Donc, si on a le même objectif, on aura une belle effervescence. Voilà, et de l'énergie, donc. Exactement. J'ai compris. Merci beaucoup, Patrice Duboé. On vous retrouve dans quelques instants pour votre autre chronique et prise de parole dans ce podcast. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'innovation pour le secteur aérospatial et défense chez Capgemini. Après tout ce qu'on vient déjà de dire, on peut se poser légitimement cette question. Est-ce qu'il existe un risque de privatisation de l'espace ? Guillaume Scotté, vous êtes vice-président de l'innovation chez Eutelsat. Il y a
un éléphant dans la pièce avec la flotte de satellites Starlink de SpaceX, qui est la plus importante de l'histoire de l'aéronautique. Heureusement, les choses bougent avec la constellation OneWeb, donc, qui propose une alternative, laquelle ? OneWeb, c'est la constellation européenne qui est actuellement opérationnelle, disponible, la seule constellation concurrente disponible à l'heure actuelle par rapport à SpaceX. Elle fournit une connectivité haut débit dans le monde entier et va connaître dans le futur des innovations majeures. Porter ces innovations-là, c'est une composante essentielle de la future constellation européenne Iris-Carré, à laquelle Eutelsat participe, en tout cas dans sa définition et dans son projet à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on ne peut pas laisser en Europe la place à un monopole ou un duopole aux acteurs américains et chinois. L'Europe doit trouver sa place et jouer pleinement son rôle. Avec ces grands projets de constellation aussi, comme je le disais, on dispose de catalyseurs pour l'ensemble de l'écosystème en termes d'innovation et un moyen de favoriser, dynamiser la coopération entre les grands groupes et les startups du New Space qui ont un dynamisme très important. Mais grâce à ces constellations, je pense qu'on va pouvoir atteindre un effet d'échelle important. Ce sont des projets clés pour l'avenir du spatial européen. Pierre Bertrand, CEO, cofondateur de Skynopy, vous dites que l'espace a toujours été privé, mais que le problème s'accentue avec la densification et l'accélération du nombre de satellites envoyés. Tout à fait. Donc depuis les années 2010 et donc l'arrivée des lanceurs de SpaceX et de la constellation Starlink de SpaceX, on a vu que globalement le nombre de satellites en orbite actifs a été doublé. Donc en fait on voit que l'espace a toujours été ouvert aux acteurs privés, c'est-à-dire que si un acteur privé voulait envoyer un satellite, il fallait qu'il ait la bonne licence pour émettre à sa bonne fréquence. Mais par contre, il pouvait être en orbite et l'orbite n'appartenait à personne. Donc c'est un terrain libre comme l'est la Lune, comme l'est le spatial. Et en fait, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que SpaceX prend une place qui en fait est un terrain libre et qu'ils ont le droit d'occuper et ils le font parce qu'ils ont une capacité industrielle hors du commun. Et donc la question c'est que nous, en tant qu'Européens, comment on peut fournir un service comme Starlink ou d'autres services, par exemple de l'observation de la Terre, en luttant à armes égales et en envoyant nos propres satellites en ayant des services souverains. Théophile Lagrollet, CEO, cofondateur de Space Locker. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que l'espace est devenu le nouveau Far West alors ? Je pense que oui. On va commencer juste par un petit bémol. Quand on parlerait de Far West, on aurait tendance à imaginer le spatial comme quelque chose où tout est permis, tout est facile à faire. Pierre le citait juste avant. Il y a un cadre très strict qui reste encore une réalité dans le spatial et qui le restera en termes de fréquence, etc. Parce qu'on est sur un secteur qui est proche du secteur de la défense. Et donc, intrinsèquement, on hérite aussi de structures qui sont rigides. Mais une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, c'est évident que pour moi, il y a une espèce de ruée vers l'or, vers le déploiement de capacités spatiales. Et aujourd'hui, en Europe, on est en retard. Et il faut se le dire, on parlait de SpaceX juste avant, il n'y a pas que SpaceX. On assiste à une multiplication des projets à l'international, qui sont des projets d'envergure, qui sont vraiment des projets sur lesquels on déploie des centaines, voire des milliers de satellites. On peut parler d'Amazon Kuiper aussi aux US, mais on a aussi les constellations chinoises, etc. Donc, il faut qu'on se réveille en Europe pour être capable de se positionner en tant qu'acteur et non en tant que législateur, comme on a tendance à le faire de temps en temps. C'est-à-dire que sur le spatial, si on n'a pas de capacité demain, et OneWeb est un très bon moyen de le faire, on n'aura pas de place à la table des discussions pour réguler ou essayer de définir le cadre du spatial de demain. Donc il faut agir maintenant, parce que sinon, ce manque de capacité va être crucial demain quand on essaiera de jouer le typique rôle de l'acteur européen qui cherche à réguler. Justement, vraiment une question de vision des choses, c'est-à-dire, j'entendais, si j'ai bien compris, Guillaume Scotté, vous parliez d'un empirique besoin de soutien public aussi parce qu'il y a un enjeu géopolitique, c'était ce que je lisais en filigrane. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, tous les trois, parce qu'on a d'un côté Eutelsat qui est déjà à l'échelle et qui a cette capacité d'incarner finalement une concurrence à l'échelle mondiale, et ensuite des startups. Est-ce que vous voyez les choses pareilles tous les trois ? C'est-à-dire oui, il faut du public et du privé. Vous êtes d'accord là-dessus ? Moi, ce que je vois, c'est que pour avoir démarré ma carrière aux États-Unis, je vois que aujourd'hui, on a une densité de talents en Europe
Et on n'est pas encore arrivé à créer, en tout cas pour les startups, un champion européen qui était émergent d'une startup. Nous, c'est l'objectif qu'on s'est donné quand on a créé Skynopy il y a 2 ans. En voyant en fait que les meilleurs ingénieurs de pas mal de boîtes américaines peuvent être français en fait. Moi, quand j'embauchais pour des groupes américains, j'embauchais des Français et c'était eux qui montaient et qui devenaient directeurs de programme. Donc avec cette certitude, on a démarré nous Skynopy en France et en Europe parce qu'on pense qu'on peut devenir un leader mondial avec les bonnes armes, parce on pense des très très bons ingénieurs, parce qu'on fait des partenariats notamment avec des grands groupes comme Eutelsat et parce qu'on va vite. Donc la puissance publique, en fait, doit à la fois aider les grands groupes pour des grands projets de taille structurants, mais en fait, il y a des startups qui vont devenir des scale-up et qui vont fournir des services au monde entier. Et donc, en fait, c'est très important de soutenir les 2 parties du spectre. Guillaume Scottet, donc vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord sur le fait que c'est dans cette combinaison entre le privé et le public qu'on va trouver une solution. Il faut des initiatives comme celle portée par Skynopy, par SpaceLocker, qui font émerger des nouvelles solutions sans être prisonniers d'un cadre formel et très lourd ou potentiellement complexe des financements publics. Cependant, pour atteindre une certaine échelle, aujourd'hui, il semble absolument nécessaire de combiner les différents types de financement. La puissance publique détient la clé. Parce que les usages de ces constellations, les usages de ces nouveaux services satellitaires en orbite basse, d'observation, etc., ils ont en bonne partie, en général, pour client, en fait, la puissance publique. Et donc, je voulais insister là-dessus, c'est qu'il y a à la fois une logique de financement, de seed, d'accompagnement pour faire grandir les sociétés, mais il y a surtout, c'est surtout ça qui est important, une logique d'acquisition de nouveaux services. L'État, c'est pas seulement, on va dire, des subsides, des aides, des subventions, de l'accompagnement financier, c'est aussi un client. Et c'est à travers la commande publique, en fait, que le moteur d'accompagnement le plus puissant peut se manifester. Quand on découvre cet univers du New Space, on découvre un univers qui est très challengé, on est encore sur les prémices. Il y a des enjeux quasi militaire, et justement la défense pour y revenir. Guillaume Scottet pour Eutelsat, c'est un peu ce que vous évoquiez en préambule d'ailleurs, l'environnement spatial devient aussi un terrain de conflit, on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça, et parce que l'espace sert de plus en plus dans les conflits. On l'a vu avec l'utilisation de SpaceX, de OneWeb pendant la guerre en Ukraine. On l'a vu aussi pour l'utilisation de moyens de reconnaissance. Et donc, il y a de plus en plus de moyens spatiaux qui sont à disposition pour soutenir l'activité des armées. Ça, c'est un premier point. Et l'espace lui-même, de fait, parce qu'il y a ces moyens qui sont disponibles dans l'espace et qui sont critiques pour l'opération des armées, devient un terrain de conflit avec des objets ou des satellites qui viennent s'approcher d'autres, les interférer, potentiellement les attaquer. Donc il faut se défendre. Il faut aussi donc suivre l'activité de ce qui se passe dans l'espace. Ça suppose des activités de surveillance et de monitoring de ce qui se passe autour de la Terre. Donc il y a toute une activité qui est en train de se développer et qui est en train de fortement s'accélérer. Pierre Bertrand pour Skynopy, comment le spatial sert aux zones en conflit ? Comme ça a été dit, donc ça sert donc pour l'observation de la Terre, donc reconnaître ce qui se passe sur les terrains ou derrière le front, donc prendre des photos. Alors il y a plein de technologies pour prendre des photos hyperspectrales, radar, etc. Ça sert aussi pour de la télécommunication. Il y a historiquement des satellites géostationnaires qui vont arroser une même zone pendant toute leur vie. Et après, il y a des constellations d'orbite basse qui vont défiler. Et donc, par exemple, envoyer Internet sur le front sans avoir besoin de tirer un câble, etc. On voit que ça sert. Comme le disait Guillaume, les conflits peuvent s'inviter aussi en orbite. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des satellites de plus en plus résilients, réactifs et dynamiques en orbite, au cas où un autre satellite s'approche et vient neutraliser un satellite souverain, et d'autres actions, d'autres effets que des satellites peuvent avoir entre eux en orbite. Théophile Lagrollet, sur ce sujet, vous représentez SpaceLocker. On observe aussi une logique de service en orbite, justement, qui reste quasiment de la science-fiction en Europe, mais qui est déjà une réalité aux USA. Oui, c'est ce que soulignaient Pierre et Guillaume juste avant. Historiquement, le spatial est utile
sur le champ de bataille, d'un point de vue tactique, stratégique, pour épauler les forces. Aujourd'hui, on a de plus en plus de cas d'ingérence en orbite, et là où avant on était vraiment sur des choses où on restait plutôt à distance, on étudiait un petit peu un satellite géostationnaire en s'approchant, on faisait potentiellement un peu d'écoute, on a de plus en plus de capacités qui sont aujourd'hui un peu dignes de Star Wars, mais de capacités d'action en orbite où on va venir s'accrocher avec un autre satellite, potentiellement le rendre inopérant, manœuvrer avec des grandes manœuvres, etc. Ces capacités sont des choses qui se développent très très vite aux US actuellement, puisqu'on a une évolution massive du budget de la défense américaine sur le spatial. En Europe, c'est des choses qu'on regarde, mais pour le moment, on manque de capacités là-dessus. Je pense que c'est des capacités sur lesquelles il faut toujours être très vigilant, parce que le côté un peu rêve et science-fictionnesque fait avancer le spatial, mais est aussi parfois un peu illusoire sur certaines technologies, et il faut toujours garder un petit peu les pieds sur terre. Mais je pense que justement, il faut qu'on arrive à trouver ce milieu en Europe d'acteurs raisonnables sur ces capacités, sans rester à découvert face à demain des alliés ou potentiellement des ennemis qui auront des capacités contre lesquelles on ne saura rien faire. Peut-être un point pour ajouter, donc les services en orbite, donc là on a fait un focus pas mal sur la partie militaire souveraine. Il y a aussi beaucoup de services en orbite qui sont en train de se démocratiser pour des services civils, ou en fait pour étendre la vie des satellites actuellement en orbite, pour faire du refueling, pour déplacer des satellites. Il faut voir que envoyer un satellite en orbite, donc qui fasse la taille d'une machine à laver ou la taille d'un bus, c'est l'équivalent de traverser l'Atlantique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des bateaux, des petits voiliers qui font la traversée tous les jours. C'est en général, on va utiliser un gros conteneur et on va mettre plusieurs satellites dedans. Une fois qu'on arrive de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, c'est bien d'avoir un petit taxi qui fait les derniers kilomètres. Et donc, du coup, avoir des services en orbite, c'est aussi pouvoir déplacer les satellites une fois qu'ils sont sortis de l'atmosphère terrestre, pour faire simple, les déplacer d'orbite en orbite, étendre la vie du satellite avec du refueling ou autre. Donc, il y a aussi beaucoup d'usages qui sont pour rendre des missions spatiales plus longues et qui sont complètement civiles. Et donc, c'est dual. Aujourd'hui, maîtriser chaque technologie ne suffit plus. Intelligence artificielle, nouvelle connectivité, réalité virtuelle, quantique. Les technologies convergent et ça change tout. Comment adapter son entreprise et former ses équipes ? Comment anticiper l'impact sociétal et environnemental de cette révolution ? Chaque semaine, nos experts et nos invités se réunissent pour parler tech dans un monde qui se transforme. Débats, chroniques, témoignages, le futur s'écoute dès à présent dans Objectif Tech, le podcast de Capgemini. Abonnez-vous. C'est le moment de retrouver Patrice Duboué pour sa deuxième chronique. Patrice, directeur des technologies et de l'innovation pour le secteur aérospatial et défense chez Capgemini. Comment l'Europe peut-elle répondre aux nouveaux défis économiques, géopolitiques et écologiques alors du domaine spatial ? Ces nouveaux défis sont arrivés par des événements géopolitiques, bien entendu, la mainmise des US et de la Chine sur l'espace avec beaucoup de satellites et de lanceurs, la guerre en Ukraine qui a montré toute l'importance d'avoir un espace spatial qui est souverain, et puis comme le New Space va très très vite, SpaceX a lancé sur son Falcon 9 un petit satellite, 60 kg, qui s'appelle Star Cloud 1 et qui embarque la GPU la plus puissante d'NVIDIA. Donc ce satellite, il est 100 fois plus puissant que n'importe lequel des satellites déjà lancés. Donc on voit que l'IA arrive dans l'espace. On parle de cloud data center du futur. Donc il y a une nouvelle encore innovation qui arrive. Donc pour revenir à la question, c'est 3 enjeux. Le premier, c'est la partie compétitivité. On l'a vu, il faut du volume. Sans volume dans l'espace, on n'y arrive pas. Donc il ne faut pas des projets, mais il faut des programmes. On l'a dit tout à l'heure. Et l'environnement, ça fait partie des grands projets spatiaux qui sont forcément financés par le public, là où d'autres sont plutôt financés par le privé. Le côté souverain, dans l'espace, on a 3 grandes missions depuis tout le temps. On a le GPS, la géolocalisation, on a les télécoms pour recevoir et envoyer des billes, et puis on a le côté image. Et on comprend bien qu'on ne pourrait pas, si on fait un raccourci, avoir ces 3 composantes qui soient pour l'Europe fournies par un pays, par exemple les États-Unis. On ne peut pas imaginer qu'on ait les télécoms qui arrivent que par Starlink, le GPS qui arrive que par le GPS américain et l'image qui arrive que par Google.
Donc on a déjà gagné des premières batailles. Le GPS européen s'appelle Galileo. C'est un très beau programme, un très beau projet. Dans l'imagerie, on a toujours eu d'énormes projets militaires et publics en Europe, financés par l'ESA, par d'autres industriels. Et sur les télécoms, le projet Iris² arrive avec Eutelsat. Et donc là, on va pouvoir avoir une alternative à d'autres réseaux. Donc on voit bien qu'il faut des gros programmes. Et puis sur le côté sustainability, on sait bien que l'Europe et la France est plutôt en avance. Donc j'ai pas trop de crainte sur ce côté-là. On arrivera à faire des environnements spatiaux qui soient sustainable. Patrice, pour la première fois, la Commission européenne propose un règlement en matière de politique spatiale dans le cadre d'un ambitieux paquet baptisé Space Act. Est-ce que c'est le premier pas vers un nouveau modèle de développement ? Une précision, Space Act n'est pas le premier Space Act. En fait, le premier Space Act, il est américain, il date d'il y a 10 ans, il est lancé en 2015, où les États-Unis voulaient booster le privé, et donc ils voulaient donner accès aux ressources spatiales dans le domaine privé. Il y a eu beaucoup de problématiques légales, à qui appartient la Lune, à qui appartient l'espace, et en juin 2025, il y a le Space Act européen, qui est lui pour faire un petit peu la même chose, garantir un peu une souveraineté européenne, booster également l'écosystème, avec pas uniquement les grands groupes, mais également les startups, et ça répond à 3 enjeux, comme on l'a dit précédemment, la sécurité, être sûr qu'on peut avoir une résilience, qu'on peut gérer les débris dans l'espace, qu'on peut éviter des collisions entre satellites, où il y en a de plus en plus. La partie résilience, on a vu qu'il y a eu des attaques sur le segment sol des satellites, donc il faut pouvoir réguler ça. Qu'est-ce qu'une infrastructure résiliente ? Et enfin, le côté environnemental, on l'a vu sur les lanceurs réutilisables. On a même vu au Japon un satellite en bois. Maintenant, on oblige les lanceurs satellites à garder un petit peu de carburant pour ramener les satellites qui sont en fin de vie pour pas qu'ils restent en débris mais qu'ils viennent brûler dans l'atmosphère. Donc on voit qu'il y a beaucoup de projets autour de ça. Un mot peut-être pour terminer sur cette annonce récente du rapprochement des activités spatiales de Thales, Airbus et Leonardo pour créer un champion spatial européen. Quel impact pour la suite ? Alors c'est le fameux projet Bromo, il répond exactement au sujet de ce podcast. Comment créer un acteur souverain avec du volume qui est capable de résister. Donc pourquoi cette fusion entre ces 3 leaders du spatial européen, Airbus Defence and Space, Thales et Leonardo. On comprend bien qu'avec un groupe de 25 000 collaborateurs qui aura un chiffre d'affaires qui va dépasser les 6 milliards, on peut vraiment concurrencer des programmes étrangers qui ont beaucoup plus de moyens. Encore une fois, on a moins de concurrence, mais il vaut peut-être avoir un super leader européen plutôt que 3 leaders dans 3-4 pays qui vont se concurrencer pour ne rien gagner. Merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. Patrice Duboé, vous êtes directeur des technologies et de l'innovation pour le secteur aérospatial et défense chez Capgemini. En parlant de perspective, justement, on parle de bases lunaires, d'exploitation minière des astéroïdes, d'internet spatial global, voire de constellations autonomes. Théophile Lagrolet, pour Space Locker, ces fameuses méga constellations, elles font écho à cette nouvelle logique d'industrialisation des infrastructures qui s'installent. Oui, tout à fait. Alors vous remarquerez que c'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu en fil rouge dans les différents commentaires. En fait, la massification liée au changement d'orbite, la logique de masse critique à atteindre pour survivre dans l'écosystème spatial, on va dire, c'est quelque chose qui n'a pas forcément toujours été le cas. Les satellites, historiquement, que Telsat utilisait, par exemple, sont des satellites qui font la taille d'un bus, qu'on met plusieurs années à produire, qui sont quasiment des œuvres d'art sur lesquelles on travaille et qui sont faits sur mesure presque. Le spatial est aujourd'hui arrivé à un stade où on parle vraiment d'une industrie, c'est-à-dire qu'on voit des acteurs qui sont dans des logiques de massification de leur production, qui vont sortir 1 voire plusieurs satellites par jour, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des chaînes de production cadencées, etc. On l'a vu avec la chaîne de OneWeb, mais c'est pas le seul acteur aujourd'hui qui commence à monter vraiment en cadence, même en Europe. Et donc, avec cette logique d'industrialisation, on a une logique de standardisation et une logique de simplification de l'intégration des missions où tout doit aller beaucoup plus vite, etc. Et j'irai pas jusqu'à dire qu'on se rapproche de l'automobile, mais c'est un changement de paradigme qui est majeur pour le spatial. Guillaume Scotté, vice-président de l'innovation chez Eutelsat. Parmi tous les scénarios prospectifs, vous distinguez les projets d'intérêt scientifique et ceux d'exploration spatiale, comme les bases lunaires ou encore aller sur Mars ? Oui, on a beaucoup parlé de télécommunications en orbite basse, on a parlé aussi d'observation de la Terre. Évidemment, le spatial, ce n'est pas que cette dimension de défense commerciale, c'est un champ d'investigation scientifique merveilleux qui va aussi bénéficier des progrès technologiques qui sont portés par le New Space, par les startups, par la dynamique technologique récente. Et donc, aujourd'hui, comme vous le savez,
parle à nouveau de s'installer sur la Lune, on parle de Mars, et tout ça est finalement rendu possible par les évolutions technologiques récentes avec les fusées de SpaceX, mais aussi le développement potentiel de stations autour de la Lune pour fournir des télécommunications, des nouvelles technologies pour robotique ou des technologies de captation de ressources qu'on peut déployer sur ces différents astres pour propulser, accélérer la dynamique en termes d'exploration. Et puis, il y a l'exploration des astres lointains, mais il y a aussi la capacité à mieux comprendre ce qui se passe sur Terre et dans l'espace, les origines de la vie, la protection de l'environnement sur la Terre, mais qui bénéficie en fait également cette logique de constellation, d'industrialisation, de massification. On collecte aujourd'hui beaucoup plus de données pour aller demain beaucoup plus loin sur l'ensemble de ces domaines. Pierre Bertrand, CEO, cofondateur de Skynopy, vous faites une autre distinction entre projection américaine et projection européenne. On y revient. Oui, tout à fait. En tout cas, on pense que sur les projets d'exploration spatiale, on voit quand même une ambition un peu plus grande aux États-Unis, et c'est le cas aussi de la Chine, dont on parle moins et dont on a moins de visibilité quand on est dans le monde occidental, mais parce que derrière, il y a un enjeu de fierté nationale, et c'est un héritage de la course aux étoiles du siècle dernier, mais on voit que les États-Unis se doivent de diriger cette course, donc que ce soit avec le programme ISS, donc qui, entre parenthèses, est en orbite basse, donc à 400 km d'altitude, mais aussi d'aller sur Mars, qui est plus l'axe de SpaceX, ou retourner sur la Lune, qui a été l'axe du gouvernement américain dans un temps. Alors qu'en Europe, sur l'exploration spatiale, on va plus être suiveur de notre allié, qui sont aujourd'hui les États-Unis. Ça transparaît dans l'écosystème New Space, dans les nouveaux acteurs qui se lancent, où aux États-Unis, il y a quand même pas mal de startups qui peuvent se lancer, qui peuvent lever parfois plusieurs centaines de millions, avec le projet d'envoyer un rover sur la Lune. Et donc pour lever 100 millions par exemple, il faut aussi montrer un ROI aux investisseurs. Ce qui, en Europe, déjà, lever 100 millions, c'est plus compliqué. Et en plus, sur un projet qu'en Europe, on qualifierait de futuriste, il y a très très peu d'entreprises qui y arrivent. Pierre, on parle aussi beaucoup d'IA et de cloud spatial. Il y a des cas d'application qui ont été lancés par Microsoft avec de l'IA embarquée. Tout à fait, donc on en parlait tout à l'heure, donc avec le lancement du week-end dernier de StarCloud, qui pour moi est le premier exemple et assez prometteur. Ce qu'on a vu, c'est que à la fois Microsoft ou AWS, donc Amazon Web Services, ont envoyé des capacités d'IA en orbite, et il y a beaucoup d'autres acteurs qui essayent d'embarquer des algorithmes. L'enjeu, c'est quand on est sur de l'observation de la Terre, donc on est à bord d'un satellite, on va prendre une photo. Au lieu de redescendre toute la donnée, donc pixel après pixel qui peut représenter des gigabytes de données, on va essayer d'extraire l'information utile. Donc est-ce qu'on a détecté une fuite de méthane sur un pipeline? Est-ce qu'on a détecté un bateau en pêche illégale ou un char d'assaut? Et on va juste télécharger par exemple la donnée GPS de cette donnée utile. Ce qui fait qu'on peut télécharger beaucoup plus de données utiles en beaucoup moins de temps. Donc c'est l'enjeu de l'IA à bord des satellites, d'avoir des satellites en fait plus performants. Aujourd'hui, on voit quand même que ça fait quand même 5-6 ans qu'on parle beaucoup du développement d'IA à bord des satellites, et il y a selon moi, un petit retard à l'allumage qui peut-être va être résorbé au cours des prochains mois. Théophile Lagrolet, pour Space Locker, vous dites que les cas d'usage de l'IA restent limités par nos capacités de calcul qui seraient ridiculement faibles dans l'espace, c'est ça? Oui, il faut toujours garder en tête quand même que le spatial est soumis à des contraintes techniques qui sont incommensurables par rapport à d'autres milieux. Un des exemples classiques, on a atterri sur la Lune, enfin du moins le programme Apollo a atterri sur la Lune avec des capacités qui sont plus faibles que celles que vous avez dans la poche aujourd'hui en termes de calcul. Ce retard entre ce qu'on a au sol et ce qu'on a en orbite a toujours été quelque chose, et aujourd'hui il est progressivement un petit peu comblé, mais il va rester une réalité. C'est-à-dire qu'il y a besoin de maturer ces technologies en orbite, et on est face à des limites techniques qui sont parfois très difficilement franchissables. Quand on parle de data center en orbite justement, qui est un sujet en ce moment très, très à la mode, il faut quand même être très très vigilant. Les capacités d'alimentation et de refroidissement nécessaires à faire tourner ce genre de centre de calcul en orbite sont absolument dantesques. Et on arrivera à dépasser certaines des limites technologiques. D'autres resteront peut-être un peu complexes à dépasser avec des moyens raisonnables, on va dire. Et donc je pense qu'il faut quand même rester très raisonnable sur notre analyse de ces data centers en orbite, etc. Le côté c'est froid dans l'espace et donc c'est facile de faire du calcul en orbite
est un petit peu simpliste. On pourrait aussi penser l'espace spatial comme un espace commun, partagé, durable. Guillaume Scottet pour Eutelsat, vous faites une comparaison intéressante avec les océans. Oui, tout à fait. L'espace est un bien commun. L'espace est un environnement partagé. C'est dans la loi. Et l'espace n'appartient à personne. Et donc, on peut comparer l'espace et les différentes orbites aux océans et aux eaux internationales. Par contre, il y a toujours la nécessité de fixer un certain nombre de règles parce qu'on va pouvoir utiliser ces espaces communs. Et il faut définir des règles commerciales, des règles en termes de défense, des règles en termes de protection de cet environnement-là. Et Patrice en parlait tout à l'heure avec le Space Act, avec le EU Space Law, etc. On essaye en Europe de fixer les bonnes règles au niveau international et d'être force de proposition sur la protection de ce bien commun. C'est essentiel. Parce que si jamais on a une pollution massive de cet environnement, une confiscation, on a parlé tout à l'heure par certains acteurs, eh bien, il y a un certain nombre de solutions, de services qui seront plus disponibles demain. Alors, si je peux me permettre, pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce thème-là, donc le traité de l'espace était 1967, et donc il y a un livre qui résume bien ça, c'est À qui appartient la Lune, qui vient d'être traduit en français, donc c'est une bonne suggestion pour un cadeau de Noël. Merci Patrice pour ce nouveau complément utile. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut mutualiser, voir l'espace comme un bien commun. Pierre Bertrand, Théophile Lagrelais ? Oui. Alors, l'espace est un bien commun, en effet. Et ce qu'on voit, c'est que pour tout bien commun, comme les océans, on va avoir la tragédie des communs qui s'applique, où en fait, beaucoup de gens vont vouloir utiliser les ressources. Donc là, en l'occurrence, c'est juste être en orbite. Par contre, peu d'acteurs privés vont avoir des incentives privés à nettoyer cette ressource. Donc on a vu en fait pas mal d'acteurs qui ont envoyé des satellites sans forcément nettoyer les orbites. Et donc là, on voit qu'avec la recrudescence de satellites envoyés, on peut plus se permettre d'avoir cette logique où personne ne nettoie. Et donc, il faut mettre en place des règles dont Guillaume parlait. Oui, tout à fait. Et je pense que voilà, sur la problématique des débris, c'est une problématique qui est réelle, qui est très bien explicitée, par exemple, par le film Gravity en introduction, si jamais vous avez l'occasion, et sur laquelle on a une approche jusqu'aujourd'hui qui est de dire soit on ne fait rien et donc on a une accumulation de débris, soit on essaye de nettoyer. Je pense qu'il faut aussi voir ce problème d'une autre manière et de dire il faut aussi essayer de réduire la pollution qu'on crée. Ce serait comme essayer de lutter contre le réchauffement climatique en essayant de capturer uniquement le CO2. Il y a un moment, il faut aussi agir à la source et réduire les émissions. Ce que font les nouvelles lois sur les débris spatiaux. Une des choses dont je suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui, dans la logique d'industrialisation, on a une logique d'infrastructure. Et comme toute infrastructure, on assiste à des mouvements de mutualisation. Et ça, c'est quelque chose que je pousse moi quotidiennement avec Space Locker pour justement orienter le spatial vers une dynamique d'infrastructures mutualisées qui nous permettra, selon moi, d'aboutir à un espace plus durable demain. C'est la fin de cette discussion passionnante. Merci Guillaume Scottet, vice-président de l'innovation chez Eutelsat, Pierre Bertrand, CEO, cofondateur de Skynopy, et Théophile Lagrelais, CEO et cofondateur de Space Locker. Et puis bien sûr, merci à Patrice Duboué pour vos interventions. Vous êtes directeur des technologies et de l'innovation pour le secteur aérospatial et défense chez Capgemini. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner, laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées, à partager cet épisode avec votre entourage. Nous n'avons probablement pas répondu à toutes les questions que vous vous posez, vous les internautes, mais on a pu pendant presque une heure débattre, définir ou encore rêver autour du futur.